Merci beaucoup Yves, merci Monsieur le Directeur et toute la communauté éducative de l'ENSAIA de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous et puis bienvenue en Lorraine et à Nancy, parce que pour la plupart d'entre vous, vous venez d'ailleurs en France et je suis très heureux comme Lorrain, comme habitant d'ici, de vous accueillir et de vous dire que vous êtes dans un territoire assez extraordinaire. Je voudrais tout d'abord vous dire ma gratitude, parce que je l'ai pigé ce matin en prenant le premier train depuis Paris pour revenir ici et vous rencontrer. C'est assez marrant parce que cet après-midi, c'est triste mais c'est pas dramatique, on va enterrer la mémoire naturaliste, scientifique, culturelle de notre territoire qui est le docteur Haché. Un vétérinaire qui a marqué la ville et les champs de son humanisme et de sa connaissance de la science et des hommes. Il soignait les bêtes et les paysans en même temps. C'était le vétérinaire de mon enfance. Et ma mère qui n'avait pas pu faire d'études, je viens d'un milieu plutôt modeste, accident de la guerre, etc., pas d'études. Et donc nous sommes des privilégiés, vous êtes des privilégiés. C'est le premier message que je voulais vous passer. Ça n'a pas toujours été le cas de pouvoir faire les études que vous faites aujourd'hui. Et puis ce n'est pas partout le cas dans le monde. Donc il faut toujours se dire que quand on accède à l'école de la République au niveau où vous êtes aujourd'hui, c'est une chance qu'il faut saisir. En tout cas, ma mère qui n'avait pas fait d'études, mon père non plus, quand le vétérinaire venait, il y avait la césarienne, il y avait le veau à soigner, il y avait ce qu'il fallait faire. C'était parfois la nuit. Et quand on prenait un café, ça pouvait durer 1 heure parce qu'il leur posait la question du renard, des variétés de blé, de la naissance du vignoble dans le Toulois, des Celtes et de la construction de la cathédrale. Et pendant 1 heure, le vétérinaire se faisait professeur. Il transmettait son savoir. Je l'ai rencontré il y a quelques mois, c'était au mois d'avril. Il était dans une maison de retraite, c'était la fin de sa vie. Et il me disait, je ne fais plus que quelques heures d'études par jour, parce que l'hébreu, c'est tout de même fatigant. Donc ceci, vous voyez un petit peu le... Voilà. Et je pense que je participe, je rate le début d'une loi Pacte sur lequel je suis VIP en responsabilité, mais je le fais volontiers. J'ai mis un mot d'excuse à Bruno Le Maire et au rapporteur de la loi de En Marche. J'aurais dit, j'ai 2 choses importantes à faire chez nous, c'est la génération qui vient et puis celle qui part. Et moi, ça me paraît très beau que le vétérinaire de mon enfance, de la ferme familiale, qui était le plus grand homme cultivé, fondateur du musée et des cercles d'études du Toulois et des alentours, soit mis en terre aujourd'hui, au moment où on plante des graines d'ingénieurs qui vont transformer notre pays, la planète, etc. Vous, quoi. Alors, je vous ai pris en photo parce que je vous trouve beau, c'est pas de la flagornerie, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on arrive de voir vos visages, cette jeunesse, ça me touche énormément. C'est plutôt la génération de mes enfants, vous l'avez compris. Et je suis sincèrement impressionné. Donc, je n'utiliserai pas cette photo, hein, c'était juste pour partager avec les amis, mes collaborateurs, leur dire la chance que j'ai ce matin. Moi, je voudrais que... Je vous le dis, c'est carte blanche, donc vous n'avez pas le droit à la critique, ou après, hein, mais pas pendant. Yves, il est en train de se dire, j'ai peut-être fait une connerie en proposant ça au directeur, etc. Tu vas peut-être trembler, mais confiance, n'ayez pas peur. Je me disais, c'est d'abord un sentiment de gratitude pour parler devant des ingénieurs. Moi, je viens du lycée agricole et je vénère l'enseignement agricole parce qu'il est pluridisciplinaire, parce il mélange les populations, les circuits courts, les circuits longs, les passerelles, la pédagogie interdisciplinaire, toutes choses qui ne vous sont pas étrangères, mais il le fait depuis la seconde, parfois depuis des 4e. Moi, j'ai des gamins, je vis dans un village, un des plus pauvres du Toulois, et il y a en face des HLM horizontaux à la campagne, et j'ai des gamins qui parfois me disent on a été au centre de formation agricole parce qu'ils ont des passerelles d'insertion pour des gamins qui ont des handicaps lourds par rapport à l'exigence scolaire. Et ils redécouvrent le goût de l'étude par ces pédagogies originales qui sont celles de ça. Donc pour de multiples raisons, j'ai une immense gratitude pour l'école de la République et l'enseignement agricole en particulier, pour tout ce qu'il m'a apporté. Mais vous savez, quand on était en BTS, même si j'ai refait des études après en aménagement du territoire, quand j'étais paysan, j'ai repris des études après, parce qu'il me manquait des choses dont j'avais l'appétit en sociologie, en politique, en aménagement du territoire. Donc j'ai repris des études pour en faire un diplôme universitaire pendant que je travaillais. Mais mon parcours, c'est un bac technique, parce que c'était culturel. Un fils de paysan, il redevenait paysan. Et j'ai fait un BTS de gestion comme déjà quelque chose qui était très élevé. Alors, vous imaginez l'ENSAIA, l'agro, enfin, je veux dire, tout ça, c'était pour moi, c'était énorme. Et je me dis, pas à la fin de ma vie, mais au mi-temps de ma vie,
avoir la chance de parler à cette belle jeunesse que vous représentez aujourd'hui, c'est pour moi comme une boucle de l'histoire. Et ça m'a ému très profondément ce matin, quand j'ai pris conscience que l'enfant du lycée agricole avait la chance aujourd'hui de partager avec des étudiants. Je me dis qu'on est dans un beau pays. On est dans un beau pays, voilà. Et je voudrais que vous en soyez fiers. Alors, je voudrais vous dire aussi que vous êtes dans une belle région et un beau territoire. Je le dirais Guillaume, je le dirais Yves, avec tous ceux d'ici ou d'ailleurs qui enseignent ici. Vous n'avez pas tous choisi, je crois, vous n'êtes pas majoritaire à avoir choisi Nancy spontanément en premier choix. C'est comme ça, c'est une hypothèse purement gratuite. Hein, j'en sais rien, quoi. Vous avez tous dit Montpellier, jamais. Clermont-Ferrand, les Alpes, jamais, quoi. Vous avez dit Rennes, en aucun cas. C'est trop à l'ouest, c'est trop machin. C'est Paris, mon Dieu, c'est métropole du monde, impossible, élite, machin. Non, surtout pas, quoi. Vous avez choisi Nancy délibérément. Et je vais vous dire que vous avez fait un bon choix. Vous avez fait un bon choix. Je vais vous le dire vraiment avec force. Parce que si vous êtes un peu curieux, et si vous sortez des préjugés, vous allez vous dire que vous êtes sur un territoire dont je ne me lasse pas de dire qu'il est assez extraordinaire. Nancy est le sud lorrain, puisqu'ensemble, il a inventé une manière de rapport ville-campagne originale à travers un pôle métropolitain qui, je pense, accouchera d'un syndicat mixte puissant à terme qui associera les villes moyennes de Toul, Pont-à-Mousson et Lunéville, mais qui collabore déjà avec Épinal, qui collabore avec Bar-le-Duc. Tout le sud lorrain est en train de s'organiser autour de Nancy devenue métropole. Et quand on écrit l'histoire de ce schéma de cohérence territoriale et de cette construction politique originale qu'on a obtenue dans la dernière mandature par un travail coordonné entre le centre droit et le centre gauche que je représentais à l'Assemblée nationale. Quand on a obtenu ça du gouvernement, cette dérogation nancéenne, c'est parce qu'on avait aussi relu notre histoire agricole, industrielle, mais aussi notre histoire politique, scientifique et culturelle. Et il y a au moins deux pépites, je ne suis pas historien, je ne suis pas très cultivé, mais il y a deux pépites qu'il faut que vous saisissiez. Moi, je pense que l'avenir est, par rapport tous les risques, les barbaries du monde, c'est un humanisme radical qui sera la solution. Et cette radicalité de l'humanisme que vous aurez à construire, vous pourrez en trouver la source si vous êtes un peu curieux. Pour ça, il faudra sortir des premiers cercles et des murs de ce lieu d'enseignement, peut-être même des murs de Nancy. Aller chercher du côté, en vous baladant dans le musée des Beaux-Arts et en étant curieux, mais aussi dans l'histoire syndicale de ce territoire, aller redécouvrir l'histoire de l'école de Nancy, de comment elle s'est fondée philosophiquement fin du 19e, début du 20e, comment elle a été marquée par la guerre de 1870, comment cette ville est devenue une ville frontière après la reconquête des territoires mosellans et une partie de la Meurthe-et-Moselle par l'Allemagne à l'époque, comment on est les fruits des déchirures de l'Europe, comment ici nos territoires de 1870, 14-18, dont on célèbre le centenaire, et 39-45, portent les stigmates et les traces. Je passe... J'ai une dizaine de cérémonies militaires dans les cimetières d'hiver américains, les carrés musulmans, le Commonwealth et les cimetières allemands, la plus grande nécropole allemande est sur notre territoire. Et notre territoire est jalonné et façonné par les guerres. Nancy est devenue, après 1870, une ville frontière qui a accueilli des intellectuels qui avaient fui l'Alsace, qui venaient de partout et ont été fondés ici différents processus universitaires. Je pense à la fac de pharmacie, de médecine, qui ont fait de Nancy petite ville, une ville qui a commencé à briller intellectuellement et culturellement, et puis une école singulière qui a associé de façon inédite, et je saurais mal en parler, l'approche des sciences, celle des arts, et cette préoccupation sociale inédite qui a fondé l'école de Nancy. L'alliance d'un humanisme fondé sur une approche artistique, scientifique, et une approche sociale très originale, qui a donné des fruits extraordinaires dans l'art nouveau que vous allez retrouver, bien sûr, dans les sciences industrielles. On peut penser à Dôme et à d'autres productions industrielles, mais également dans le domaine de la connaissance de la flore et dans la connaissance de la botanique. Nancy porte les traces d'une époque où, de façon passionnelle, des hommes d'horizons divers, artistes, scientifiques et acteurs de la vie sanitaire et sociale se sont associés dans un même mouvement de pensée pour penser à un nouveau monde, un authentique nouveau monde. Et ils ont laissé une trace profonde ici. C'est plutôt une histoire urbaine. Mais il y a un autre humanisme qui me touche et dont je suis plus l'héritier. C'est celui de l'humanisme, de la tradition du christianisme social qui a donné dans nos terres rurales avant la guerre et après la guerre la naissance des mouvements mutualistes, du mouvement coopératif. Je pense à la jeunesse agricole chrétienne. Je suis le fruit
l'éducation populaire, de ces mouvements-là dans leur formulation moderne. Mais c'est ici que s'est inventé le mouvement national qu'est né le fondateur de la jeunesse ouvrière chrétienne, mais également le fondateur de la jeunesse agricole chrétienne, et tout le mouvement des foyers ruraux qui va fêter ses 70 ans en réaction laïque à ce mouvement catho d'ailleurs, comme les mouvements familial rural, sont les inspirateurs du mouvement coopératif, du mouvement des cercles de développement, de tout ce qui a été la grande histoire de l'agriculture, et qui l'a pensé sur une matrice qui était celle de la coopération, de l'entraide, de l'homme avant le capital, etc. Donc une grande histoire qui a façonné le milieu rural et qui a des rebonds partout en France, mais dont les origines se trouvent en partie sur les terres de Lunéville et du Toulois, si vous sortez des murs de Nancy. Et dans cette ville de Nancy, on rayonnait dans des contextes tragiques des guerres et de cette zone frontière, un humanisme créatif extraordinaire. Voilà deux sources que je vous invite à partager, à trouver les traces, aller à Sion et regarder les paysages depuis là-haut, parcourez les côtes de Toul et le renouveau de son vignoble innovateur sur le plan des produits, mais aussi de la gestion des terres, des hommes et du commerce. Pensez à toutes les coopérations européennes qui naissent à partir d'ici, à tout ce qui s'invente autour du sillon lorrain. Soyez sûrs que cette région, que d'aucuns pourraient, s'ils ne la connaissent pas, mépriser dans leur choix stratégique, est porteuse d'une histoire et, je le crois profondément, d'un avenir. Donc aimez cette région dans le passage que vous allez y faire, et puis peut-être pour certains, tomber amoureux d'un homme, d'une femme, d'un territoire, d'une industrie, d'une université, enfin, tomber amoureux, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez l'âge de tomber amoureux de Nancy et du Sud-Lorrain, et pourquoi pas pendant 3 ans, une aventure, peut-être pendant plus longtemps. C'est ce que je vous souhaite de mieux aujourd'hui. Voilà. Alors, pour revenir à... Ça, c'est Yves qui m'a dit qu'il faut faire un couplet sur le territoire, parce que... Donc ça, c'était une commande. C'était la seule où je me sentais obligé. Mais vous avez vu, je l'ai fait quand même de bon cœur, Donc, je ne vais pas être long sur d'où je viens, mais pour le dire au minimum. Moi, je dis toujours que j'ai 3 écoles. La famille, j'en ai dit assez. Vous savez, elle était généreuse plus que riche. Ça, c'est un cadeau, ça. Hein, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Mon père était très attentif à labourer droit. C'était un champion de labour régional, c'est la fierté de la famille. Il y avait des photos de champion de labour régional. Moi-même, j'étais un piètre laboureur. Hein. J'étais distrait et le sillon était moins droit. Donc c'était la souffrance de mon père. Je n'étais pas un bon laboureur. Lui était un grand laboureur. Par contre, il est mort il y a quelques années. Et ma mère nous a dit qu'il n'a jamais su combien on avait. C'est très personnel ce que je vous dis. Mais je me fais comme un devoir de le partager. Ma mère nous a dit, la famille réunie, il n'a jamais su combien il y avait sur notre compte en banque. Il me demandait jamais ça va ou ça va pas. Elle en profitait pour être généreuse, faire des dons et tout ça, parce qu'il ne contrôlait pas. Et il voulait savoir jamais ça allait. Ce qui comptait, c'est que les bêtes soient bien grasses et le sillon soit droit. Et je me dis, l'héritage qu'il nous a laissé, qui est totalement disruptif, pour reprendre le langage contemporain, qui est totalement révolutionnaire, c'est qu'une œuvre, une vie, c'est pas forcément un compte en banque. Il y a d'autres motifs que l'appât du gain pour vivre sa vie. Et je crois que la question du sens qu'on donne à sa vie, qui me paraît très prégnante. J'ai eu l'occasion, dans des cercles très différents, de rencontrer des mouvements de jeunesse, des rassemblements assez nombreux, 1000, 2000, 3000 jeunes invités dans des lieux pour parler à des jeunes de 20, 30 ans qui cherchaient un sens à leur vie, soit dans un mouvement politique, je ne vais pas m'attarder, soit dans un mouvement plus spirituel, dans des mouvements d'éducation populaire. J'ai eu la chance d'été de croiser cette jeunesse, on pourrait dire cette élite culturelle en quête de sens. Je suis persuadé que votre génération est vraiment dans la question du sens à sa vie, et je veux simplement témoigner que j'ai la chance d'avoir une famille dont le père n'a jamais su à la fin ce qu'il y avait sur le compte en banque, qui voulait seulement savoir jamais ça allait, c'est-à-dire jamais les enfants pouvaient faire des études, s'il y avait assez à manger, s'il y avait assez pour assurer le minimum. Le reste était ailleurs, il était dans la fierté de l'œuvre. Et je pense qu'il nous a laissé, mine de rien, il était tout sauf de gauche, mais il nous a laissé un message absolument révolutionnaire au sens ontologique, dans le sens où il nous redit, dans notre société moderne, que l'important, ce n'est pas forcément le matériel, mais ça peut être quelque chose qui relève d'une fierté, qui est quelque chose de l'œuvre accomplie dans la relation aux autres et dans la façonnement de la nature. Donc, je viens de cette famille-là, d'un mouvement d'éducation populaire, je n'y reviens pas, plutôt versus catho-social, ça c'est ma matrice, elle est originale aujourd'hui parce qu'elle est très minoritaire.
Je concours à la biodiversité politique par cet attachement singulier à la génération, à l'école de Delors, Rocard, dans ces traditions-là. Même si Rocard est très disputé, Delors est un peu moins à la mode, mais mes origines sont profondément dans ce qu'on a appelé la deuxième gauche et ces courants de pensée-là. Mais ces courants de pensée-là ont ça de spécifique qui nous donne une capacité d'ouverture très, très large. Et dans l'hémicycle, si jamais c'était ici, ça me va très souvent d'aller de la France insoumise, qui est là-bas, jusqu'au MoDem, même certains républicains, de dialoguer avec eux dans la même nuit, où j'ai beaucoup d'attaches. Encore récemment, on m'a proposé de leur signer une tribune transpartisane. Je suis plutôt un passeur, hein, à partir de cette tradition politique, dans l'ouverture et le dialogue avec les racines que je vous ai indiquées. Je voulais vous dire que ma troisième école, qui avait beaucoup compté pour moi, c'était l'école de la République. Je l'ai dit également à travers l'enseignement agricole. Et le parcours, il est assez simple. J'ai d'abord été un engagé associatif. Quand j'avais votre âge, on a fondé une radio locale. Ça paraît banal aujourd'hui. À l'époque, c'était une nouvelle liberté. On faisait du théâtre, de l'opprimé, pas de l'opprimé. Enfin, on était dans l'action culturelle en milieu rural et au lycée et plus tard dans les études. C'était la culture qui était notre premier vecteur. L'engagement était la culture, le lien, etc. Mon deuxième engagement était plutôt économique. Engagé paysan sur la ferme familiale, transformé en quelques années, après le départ de mes parents, en une ferme coopérative. J'ai eu jusqu'à 4 associés qui n'étaient pas d'origine agricole. C'est pas si banal que ça. Et j'en témoignais, c'est qu'il y avait une communauté de travail où j'étais le seul à être fils de paysan. Et le seul qui était fils de paysan n'est plus paysan aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est une transmission. Cette ferme coopérative pour laquelle on se réunit désormais pour penser à sa transmission à une nouvelle génération d'entrepreneurs, aura vécu pendant 30 ans sur un modèle hors cadre familial, sur des volontariats. J'ai eu comme associé un ancien instit, j'ai eu comme associé un ancien mécano de l'industrie, et j'ai eu comme associé un copain, fils de sidérurgiste, qui était copain au lycée agricole, et un ancien, alors très rigolo, sur une ferme bio, un ancien marchand de produits phytosanitaires. C'est une conversion radicale, voilà, et c'est les pires, parce que ceux-là, après, quand ils ont renié leur machin, ils sont anti. Hein, moi, je suis plus modéré, mais lui était... Parce que les anciens fumeurs, ils sont chiants, etc. Bon. Donc il était comme ça. Donc, mes associés qui étaient un peu hors cadre, on a formé un GAEC qu'on a appelé du Sillon. Pour ceux qui ont des références, ils sauront qu'on pense plus à Saunier qu'au concours de Labour. Et ce GAEC du Sillon a été mon engagement pendant 25 ans, où j'ai été, alors peu ou prou, parce que rapidement j'ai eu d'autres responsabilités, mais j'ai été à la traite des vaches, surtout éleveur. Je dis j'étais un mauvais laboureur, mais éleveur laitier dans une ferme de polyculture élevage, qui rapidement, pour accueillir les nouveaux associés, s'est diversifié dans des activités de services et de transformation diverses, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais j'ai une expérience d'entreprise coopérative, innovante, oui, enfin, qui était plutôt dans l'innovation il y a 20 ans, aujourd'hui c'est plus banal, et qui a fait ces choses-là. Et en parallèle à cet enracinement professionnel, outre une aventure familiale de fondation d'une famille, je me suis engagé dans la société, à la Chambre d'agriculture, les groupes de développement, où j'ai eu divers mandats. Mais peut-être l'autre engagement important, ça a été le territoire, où rapidement j'ai été, devenant maire du village, puis président de l'intercommunalité, président du pays, vice-président du SCOT. Enfin, j'ai fait à peu près tout ce qui existait dans le pôle-là, sans cumuler d'autres mandats dans d'autres collectivités, mais dans le pôle village, communauté de communes, schéma de cohérence territoriale, le pays. J'ai exercé des mandats, je les ai abandonnés dès que je suis devenu député. Je pense qu'il fallait... C'est bien quand on est politique de dire que ce qu'on décide, on l'applique tout de suite et pas le coup d'après. Donc j'ai abandonné mes autres mandats. J'ai gardé un mandat d'animation, j'en sors à l'instant. J'avais une coordination avec le directeur du pays sur des programmes leaders de transition énergétique ou de programmes de santé publique. Mais j'ai un travail d'animation, de lien, de modérateur ou d'intermédiaire, mais j'ai plus de tâches exécutives depuis 2013, après l'élection de député, puisqu'en 2012, j'ai abandonné de façon déchirante ces mandats locaux où j'étais vraiment passionné, encore une fois, des transitions éco. On avait une grande usine de Michelin qui a fermé sur le territoire. On est parti à la reconquête de nos vignobles sur le plan du foncier. On a fusionné des collectivités, on les a réorganisées, on a engagé le dialogue avec la métropole. Enfin, on a fait tout ce travail politique qui me montait des services publics, les rénover, des bâtiments, etc. Tout ça m'a profondément passionné. Et c'était déchirant pour moi de devenir député, mais il y avait, je ne vais pas redonner le contexte politique local, mais il y avait comme une urgence démocratique à partir au combat. C'était pour faire des recherches, si vous voulez, pour savoir qui était mon adversaire. Mais c'était une sorte... Tu peux citer quand même ton adversaire, ça parlera peut-être à certains.
Oui, j'étais dans la circonscription de Nadine Morano. Voilà, beaucoup des copains m'ont dit mais ça c'est plus important que la communauté de communes, que le SCOT et tout, il faut que tu y ailles. Et donc on a fait cette bagarre. Tu souris. On a fait cette bagarre et donc 2012 j'ai été élu à l'Assemblée nationale et je suis arrivé avec cette histoire là de tous ces engagements multiples que j'ai décrits et ces racines que je vous ai identifiées. Et rapidement, mes engagements ont été tournés vers trois polarités. La première, peut-être la plus fondamentale, c'est la question démocratique, la question citoyenne. C'est comment... moi, j'aime beaucoup Cynthia Fleury. C'est peut-être l'auteur, la philosophe qui aujourd'hui me bouleverse le plus. J'essaye de la faire venir ici bientôt, peut-être pour la cérémonie des vœux, ce serait chouette. Mais je vous invite à lire l'éloge du courage qu'elle a fait. Je vous invite à lire Les Irremplaçables. C'est quelqu'un qui réfléchit sur une tradition qui n'est pas du tout celle que j'ai évoquée, sur une autre tradition philosophique, mais qui est certainement des plus passionnantes aujourd'hui. Et Cynthia Fleury dit que notre démocratie, l'état de droit ne tient pas sans des sujets libres et engagés. Si on n'a pas des sujets libres et engagés, l'état de droit lui-même est menacé. Et qu'il y a un lien organique, irréductible entre la qualité citoyenne et la protection de l'état de droit, la qualité démocratique et par là même la qualité et la justification de la puissance publique. Je suis également très habité par quelqu'un qui est devenu également une connaissance et un ami, Michael Fossel, il est professeur de philo, lui, c'est quoi la grande école? C'est Polytechnique. Polytechnique, l'autre grande école, c'est Polytechnique, après l'ENSAIA. Il fait la philo à Polytechnique. Et Michael Fossel, il dit la justice, et là, ici, Tricker, on s'engage dans la vie parce qu'il y a une injustice. C'est l'injustice qui nous fait marcher. Et personne ne sait ce qu'est le juste, mais on sait que la source de l'engagement, c'est l'injustice. Et cette quête de l'injustice fonde le politique. C'est la recherche des solutions de ce qui est juste qui fonde la politique. Ceux qui nient la politique ou qui nient la controverse politique, cherchez par vous-même, par discernement, ceux qui nient la controverse politique en la caricaturant ou en faisant de la confusion sur elle, nient la justice et la quête de la justice elle-même, qui est plurielle forcément, mais qui n'est légitimée que par le peuple, par le vote citoyen et par le débat démocratique le plus élevé. La question de la qualité citoyenne de l'engagement, la question de passer d'un individualisme sans limite à retrouver un sens des droits et des devoirs dans l'engagement citoyen est une question qui m'habite profondément. Et nous avons fondé à quelques-uns, avec des acteurs de la société civile, un cercle qui s'appelle Esprit civique, dont la principale préoccupation est de réfléchir les fondements d'un nouvel humanisme de l'engagement citoyen comme renaissance démocratique. Donc ça, alors il y en a des déclinaisons précises. Moi, je suis militant de l'éducation populaire, je suis militant d'un service civique service national civique obligatoire. Je suis partisan de 1000 mesures. Je suis contre le travail du dimanche pour des raisons ontologiques et pas religieuses, etc. Ça se traduit, ça se décline de façon pratique. Mais d'abord, c'est une réflexion philosophique qui remet le citoyen avant le consommateur et le producteur et qui redit que notre démocratie ne tient que par la qualité citoyenne. Ça, c'est un de mes engagements qui se décline par des parcours multiples, dont une certaine proximité avec des mouvements comme ATD Quart Monde, pour qui la question de la citoyenneté est le moteur de la lutte contre l'exclusion. C'est-à-dire que le premier combat d'ATD Quart Monde, si vous connaissez, moi, la grande femme que on n'a jamais la chance de rencontrer, mais que je vous invite à relire, il faut lire 2 bouquins qui citent chacun en 1 heure. C'est La traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle-Antoniose. C'est à 20 ans son engagement dans la résistance et sa déportation. C'est Buchenwald, je crois. Je ne suis pas sûr, j'ai un doute. Ravensbrück, pardon. Ravensbrück, elle raconte la traversée de la nuit, qui est la nuit de l'Europe, et elle-même, pour avoir été résistante à 20 ans, ces 2 années, je crois, passées à Ravensbrück, et comment elle traverse cette épreuve, c'est la traversée de la nuit. Et puis, il y a un autre livre où elle raconte son engagement dans la lutte contre la misère, où elle retrouve les mêmes odeurs avec Brzezinski. Elle fonde ATD Quart Monde, elle en est la première présidente, au nom de... je ne peux pas connaître la même odeur que dans les camps, dans les quartiers de relégation de l'après-guerre. Donc ils se battent non pas pour la charité vers les plus pauvres, mais pour l'émancipation des plus pauvres dans leurs droits de citoyens. Et ça donne à Nancy ATD Quart Monde qui invente les obsèques
la dignité des obsèques pour tous grâce à une mutuelle inventée ici. Et c'est un territoire expérimental d'ATD Quart Monde sur l'accès à la nourriture, non pas dans des banques alimentaires en termes de recevoir de la nourriture, mais comment on s'organise quand on est parmi les plus pauvres pour commander de la nourriture qui est la même qualité qu'à Boboland, etc. Et ça, c'est un boulot qu'on fait avec ATD Quart Monde, comment mourir dans la dignité, même quand on est fauchman complètement, et d'autre part, quand on est à la rue, et d'autre part, comment on peut accéder à la même nourriture pour soi et ses enfants quand on est au bas de l'échelle sociale. Ça, c'est les combats qu'on mène avec ATD Quart Monde. La citoyenneté, c'est pas un truc, c'est pas un trip uniquement genre nuit debout. Je vous parle d'engagements très populaires, très concrets, comme ceux que j'ai décrits là et qu'on fait avec ATD Quart Monde. Ça, c'est le premier pôle d'engagement. Le deuxième pôle d'engagement, il tourne autour de entreprise et mondialisation. Comment aujourd'hui l'entreprise peut être mise au service du bien commun, d'une mondialisation plus humaine, de nouveaux droits dans la mondialisation. J'ai fait ce combat à partir d'un attachement au Comité catholique contre la faim pour le développement, à Sherpa, à Amnesty International, à tout un pôle d'ONG qui m'ont rapidement chopé à l'Assemblée avec d'autres députés. On formait un cercle société civile universitaire. Je pense au cercle des Bernardins, je pense à l'école des mines qui a nourri ce travail à Paris, ou un cercle composé d'universitaires, de leaders de la société civile, d'ONG engagés et de parlementaires ont ensemble mené les combats, notamment autour du devoir de vigilance des multinationales, c'est-à-dire l'obligation pour les multinationales de prévenir dans toute leur chaîne de production, que ce soit dans l'agroalimentaire, qui va être pour une bonne partie d'entre vous votre métier, dans l'industrie textile ou dans l'extractif minier, de garantir la protection des droits humains et de l'environnement au bout de leur chaîne de production. C'est qu'un voile juridique hypocrite et artificiel coupe la réalité de l'entreprise dans son chaîne de production et sépare la maison mère des sous-traitants et des filiales. C'est un sujet dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objet principal aujourd'hui. J'y reviendrai à la fin en parlant de l'entreprise éthique, mais c'est un sujet, on a créé au bout de 4 ans de combat contre le gouvernement, contre notre gouvernement à l'époque, contre tous les lobbies, une loi qui aujourd'hui fait école dans le monde. Là, je suis invité de l'université brésilienne, j'ai décliné pour une question de loi, mais en Europe, on est invité, c'est étudier, des syndicalistes, des politiques s'intéressent, des universitaires s'intéressent à cette loi, qui est une originalité française, qui invente un nouveau rapport au droit, dans le sens où, c'est ce que dit Mireille Delmas-Marty, une grande femme que je vous invite à lire également. Mireille Delmas-Marty, cette loi inaugure ce nouveau temps du politique qui fait que l'on passe de la souveraineté solitaire, chaque nation délibérant pour elle-même, à la souveraineté solidaire, dans le sens où une nation, dans l'attente d'un droit international dont les conditions géopolitiques ne sont pas réunies aujourd'hui, je ne fais pas de dessin là aussi, vous savez lire l'actualité, ni en Europe, ni à l'échelle de ses périphéries, ni de l'Occident, ni même du monde entier, en attendant l'émergence d'un nouveau droit dans la mondialisation, qu'au moins des pays, de façon pionnière, ou des groupes de pays, et je l'espère un jour l'Europe, c'est mon espérance pour l'Europe demain, posent les jalons d'une autre mondialisation, où le principe de réciprocité et de respect des droits humains et du capital nature commun, de la maison commune, deviennent les fondements de cette... Ça, c'est le deuxième type d'engagement qui retrouve des prolongements dans ce que je vais faire dès demain, la loi Pacte, la loi sur l'entreprise, qui va retrouver des prolongements divers dans les lois sur la fraude fiscale, etc. Entreprise, mondialisation, nouvelle entreprise donc. Et le dernier point, c'est les transitions écolo, transition énergétique, mais également transition écologique au sens plus large, avec un tropisme plutôt agroécologie, puisque j'avais un peu d'expérience de passer là-dessus, et je me suis investi dans différents domaines. Je vais dire un peu quelles sont mes sources de ce que je vais développer maintenant. Ces sources, elles sont des expériences que j'ai eu à mener. Yves l'a dit en introduction, j'ai été amené à repenser le programme Ecophyto 1, qui a été plutôt... Moi, j'aime pas dire qu'il est un échec, qui a été lancé au Grenelle et qui n'a pas donné les résultats escomptés. Et j'ai été chargé d'écrire une nouvelle matrice pour le plan Ecophyto, qui est le plan de maîtrise de la phytopharmacie en France, en application des directives européennes ad hoc. Donc j'ai fait ce travail-là pendant quelques mois et rendu un rapport qui, pendant 3 ans, a été mis au frigo parce que la profession n'en voulait pas pendant 1 an, parce qu'il y a eu un recours de l'agrochimie la 2e année, et parce qu'il y a eu des élections la 3e année, puis il y a presque une 4e année où, comme on fait les stages généraux de l'alimentation, on recommence à réfléchir, et pendant 3 ans, on continue à avoir plus de pesticides en France, et on n'a pas mis en œuvre les quelques mesures un peu plus radicales que je proposais pour organiser la transition. Aujourd'hui, il revient. Alors, feu Nicolas Hulot
Et Travers avait repris globalement ce rapport pour sa mise en œuvre, mais on a pris un retard considérable. C'était quelque chose de l'incurie publique sur des sujets aussi fondamentaux, plutôt que de se perdre dans de vaines querelles pour savoir le mois ou le trimestre où il faudra interdire le glyphosate, ce qui est stupéfiant pour un débat parlementaire, ce qui me paraît une régression démocratique. Le vrai sujet, c'est la mise en œuvre par la puissance publique d'un authentique plan d'affranchissement de la dépendance à la phytopharmacie de façon globale. Je suis scandalisé par le fait qu'on imagine qu'un médicament ou qu'une molécule soit débattue au Parlement dans son calendrier de sortie. Ça me paraît une régression démocratique. Alors, médiatiquement, c'est impossible à faire entendre. Je désespère de le faire entendre. On est quelques-uns à savoir que c'est une hérésie et que ce n'est pas bon pour la démocratie que l'opinion, ni le marché, ni l'opinion, ne fassent l'arbitrage sur les molécules. Par contre, le renforcement des agences, de leur indépendance, de leur autonomie financière, leur résistance au lobby et la mission qui leur est donnée par l'État, ça, c'est des vrais sujets, à l'échelle européenne comme à l'échelle française. Et puis des stratégies en amont de prévention qui nous prémunissent non pas d'une molécule après l'autre, mais d'une capacité à sortir et à répondre à ce que l'INRA vient de lancer, un programme zéro pesticide. Il y a quelques mois, on l'annonçait avec Yves, je revenais d'un coup de fil avec le directeur scientifique de l'INRA, Christian Huyck, qui nous disait l'INRA, pour la première fois, lance un programme zéro pesticide. C'est de la recherche fondamentale, une petite partie pour 10 ans. Il n'y aura pas des résultats tout de suite, mais il pose une hypothèse scientifique, vous allez en poser dans vos études, il pose l'hypothèse d'une France sans chimie, d'une parenthèse de la chimie dans la France. Et il lance une recherche fondamentale et expérimentale sur des modélisations et des recherches de solutions dans ce domaine. C'est ça les vraies solutions, ce n'est pas les guerres picrocolines comme on les connaît actuellement dans une forme de régression démocratique. Voilà, je le dis pour avoir travaillé. Donc ça, c'est un sujet sur lequel j'ai bossé. J'ai pu avoir la chance par la Fondation Jean Jaurès, où je dirige un observatoire sur la question, de côtoyer l'INRA et le CIRAD et d'autres instituts qui ont bossé sur Agrimonde. Et je redis que Agrimonde devrait être, simple suggestion, hein, faites venir les gens de l'INRA ou du CIRAD qui en parlent très bien, mais pour moi c'est le fond de tarte de tout débat sur l'agriculture. Dimension planétaire, la question fondamentale, c'est comment nourrir 9, 10 milliards, je ne vais pas rentrer dans le débat des démographes, hein, c'est entre 9 et 10 sûrement, en 2050, c'est-à-dire demain. Vous serez encore très jeune. En 2050, c'est demain, dans 30 ans, comment nourrir 10 milliards d'habitants. Et l'équation est posée dans une étude qui est magnifique, parce qu'elle est multilevier, elle est interdisciplinaire, et elle conclut au fait que les leviers du régime alimentaire, les leviers de la nature du commerce international et du niveau des échanges à l'échelle des métropoles, de leur arrière-pays ou des continents seront plus ou moins justes et équilibrés et bien dimensionnés. Elle conclut sur l'usage du sol, l'intensité de leur usage, les arbitrages sur la déforestation et sur la production énergétique, alimentaire et l'effet carbone. Et elle dit qu'il y a un chemin étroit et que ce chemin étroit passe par des régulations mondiale et une puissance publique rétablie dans ses fonctions de régulation, mais qu'il est possible de nourrir 10 milliards d'habitants sur notre planète. Et c'est la bonne nouvelle, ce n'avait qu'une que je voulais vous partager aujourd'hui, et c'est vous qui allez en être les artisans, et vous verrez que ça relève d'un processus héroïque. Et c'est d'ailleurs ce que je pensais ce matin en prenant le train, c'est que finalement vous allez être une génération héroïque ou pas. Et c'est la seule question. C'est la seule question qui est importante. Vous n'avez pas le droit d'être médiocre ou moyen. Je pense ça. Je ne parle pas qu'au niveau scolaire. Là, vous allez tous finir ingénieur, je pense. Mais au-delà de ça, la question, c'est l'élan, ce que vous allez avoir dans le ventre, dans le cœur, dans la tête, quoi. Vous êtes des petits calculateurs. Vous allez jouer petit, petite carrière, petite vie, petit confort. Ou alors vous allez être auteur de c'est bien, ça. Faut pas avoir peur de dire des choses comme ça. Non, mais je veux dire, je te regarde, j'ai le droit de dire ça. Hein. Ça, c'est impliquant. C'est impliquant. Mais je le dis, alors ça peut paraître exagéré et tout, mais je pense que l'époque est suffisamment alarmante. Hein. Il y a deux alarmes, vous le savez bien. Il y a l'alarme écologique puis l'alarme démocratique. Regardez la montée des démocraties libérales en Europe, comment le rêve européen peut s'effondrer de façon tragique demain. Il n'y a pas que le Brexit, il y a ce qui se passe en Hongrie. J'étais en Italie il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné le président de la République. Physiquement, dans Rome, on ne se sent pas bien. Enfin, si vous avez connu l'Italie, on adore tous, les Français adorent l'Italie. L'Italie, ça fait drôle quand on y est aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe dans notre tête qui est étonnant. Bon. Il y a un monde qui est... il n'y a pas que Trump et Poutine, il y a même en notre sein, au sein du continent européen, de notre civilisation européenne, de notre histoire européenne, quelque chose qui se noue, qui est
qui est terrible, et pas seulement autour de l'immigration, mais d'autres sujets qui sont tragiques. Donc il y a une crise démocratique profonde, de l'espérance démocratique, et une crise de la capacité de survie écologique, qui font que, effectivement, la génération qui vient, c'est-à-dire dans les années qui viennent, dans la décennie qui vient, on peut faire des petits calculs et faire s'aménager un nid. On peut aussi se dire qu'on a tous, et surtout quand on a le privilège d'être là où vous êtes, et dans les métiers qui vont être les vôtres, à contribuer à être une partie de la solution du monde. C'est ce à quoi, évidemment, je veux vous inviter à faire. Donc j'ai évoqué cette source que je vous invite à partager d'Agrimonde, parce qu'elle pose excellemment la question des alternatives et des régulations nécessaires pour trouver l'équation de 10 milliards d'habitants qui sont nourris, en paix, en santé sur la planète. Et puis, pour ne citer qu'une dernière expérience, c'est celle, les deux dernières sur lesquelles je suis en queue d'investissement, puisque la loi va être votée dans sa version pauvre la semaine prochaine en dernière lecture. C'est vraiment la queue de comète, hein. C'est les États généraux de l'alimentation. Il faudra un jour qu'on s'interroge, ça c'est un vrai sujet pour plutôt c'est pas pour vous, c'est plutôt pour des Sciences Po ou des stagiaires de l'ENA, s'interroger comment une si belle intuition, celle de Nicolas Hulot, soufflée au président de la République, devient mettre les Français autour de la table pour parler de l'assiette, pour parler de l'alimentation. Comment une si belle intuition qui donne des beaux résultats. Moi j'étais animateur d'un atelier, l'atelier 11, qui disait comment engager la transition agroécologique en vue d'une alimentation durable. Vous voyez bien le sujet, quoi. C'était pas que la chaîne des prix, c'était pas que la qualité sanitaire, c'était les modes de production pour l'alimentation durable, etc. Et cette expérience-là, qui a donné des choses assez extraordinaires. Moi, j'avais 30 heures de débat avec 70 participants, les meilleurs intervenants, Agrimonde, les scénarios after qui ont été présentés. On est reparti de tous les grands défis. Hein. Défi alimentaire mondial, le défi des accords de Paris, etc. Tous ces au meilleur niveau. On a vu comment des gens qui étaient venus là pour en découdre sur savoir si telle nouvelle technologie était un OGM, pas un OGM, si le glyphosate c'était à Noël ou à la Toussaint, etc. Et tout à coup ont changé de paradigme grâce à l'ouverture planétaire et au champ historique qu'on a donné, et sont retrouvés sur des solutions innovantes. Et tout ça, après un projet de loi gouvernemental d'une pauvreté étonnante par rapport à la richesse des débats qui avaient eu lieu sur les chaînes de valeur comme sur les modes de production. Et puis un débat parlementaire quasiment qui régresse dans le sens où il est anti-EGA, qui revient aux guerres picrocholine que j'ai décrit tout à l'heure et qui passe à côté des sujets essentiels de la mutation de l'agroécologie qui me semble être la réponse massive et importante à mener aujourd'hui. Donc expérience des États généraux de l'alimentation dans son échec à fabriquer du neuf. Le départ de Nicolas Hulot n'est pas totalement étranger à cette question. C'était pour lui un enjeu capital. Dans les 2-3 sujets qu'il avait, il y avait mobilité, aménagement du territoire, il y avait la transition énergétique pour de vrai, avec des arbitrages qui sont déchirants. Je ne veux pas être à la place de François de Rugy aujourd'hui. Les arbitrages à faire entre le fissile et le fossile sont extrêmement complexes à faire, et c'est déchirant. Mais il croyait beaucoup, en tout cas, à la possibilité, à la capacité de notre société à faire de l'alimentation un champ de transformation en profondeur. Le récit alimentaire, parce que c'est un récit traditionnel, hein, qui nous ancre dans nos racines de la gastronomie, de la tradition d'être autour de la table, du rapport à la nourriture, parce qu'il correspond aux préoccupations émergentes. Moi, je bosse sur 1000 sujets, mais quand je reçois un groupe d'anciens du Saint-Ouen, comme un groupe de Petiot du Toulois, je leur raconte ce que je fais, il y a ce moment où les yeux s'ouvrent quand je parle des phytosanitaires. Tout le monde a un peu peur de mourir, et c'est le sujet qui passionne tout le monde. Donc il y avait autour des peurs, et en même temps de la passion pour l'alimentation santé, quelque chose d'extraordinaire à faire. Et cette intuition-là a été quelque part un peu gaspillée à cet instant. Et pour Nicolas Hulot, qui espérait en faire un levier de transformation de notre société, manger mieux pour produire autrement, c'était un peu ça l'idée. Hein. C'est produire autrement pour manger mieux, et manger mieux pour produire autrement, a vu ses efforts quelque part ruinés. Et c'est un des éléments qui a provoqué sa crise de conscience, qui l'a amené à faire un choix que je n'ai pas plus à commenter ici. Donc voilà un petit peu les sources. Agrimonde, on a bossé là-dessus avec la Fondation Jean Jaurès, les stagiaires de l'alimentation, Ecofito,
rentrer dans la mécanique d'ingénierie concrète des mécanismes de la puissance de l'État, des chambres d'agriculture, des agences de bassin, des préfectures, dans la conduite sanitaire et la désaddiction à la phytopharmacie. Ça a été un peu mon job. Et je rajouterai le dernier point, c'est la question du foncier, avec une mission sur laquelle je vais revenir. Alors, on est à moitié, un peu plus de la moitié du temps, et il me reste à vous dire, à vous qu'il va être la génération héroïque. La génération héroïque, elle n'est pas aux arrières, elle est au front, elle est aux frontières. Je reviens sur Nancy frontière. Vous êtes dans un territoire frontière, sûrement dans une discipline. Je ne le dis pas par flagornerie. J'étais avec le directeur de l'école d'architecture hier dans un autre aller-retour TGV, et le directeur de l'école d'architecture que j'aime bien. Je ne lui dis pas qu'il a le métier un des plus importants pour la planète. J'ai beaucoup d'estime pour les architectes. Mais je pense profondément, pas parce que je suis paysan, mais je le pense en conscience, que les métiers de l'agronomie et de l'agronomie et de ses dérivés, et de l'alimentation, etc., sont des métiers qui vont avoir la capacité à penser et à faire dans ce domaine-là, vous place dans des métiers frontières. Alors, quelles sont pour vous les 3 ou 4 frontières que j'ai identifiées en pensant à ce matin? Je vais les ouvrir un peu comme des chapitres qui vous appartiendra d'explorer ou pas, puisque carte blanche pour moi, mais encore plus, grande liberté pour vous de la déchirer, de la jeter, ou au contraire de la saisir et de la faire prospérer en toute liberté. Et je vais vous dire, j'ai espéré de dire, dans le temps qui reste, de dire les 1, 2, 3, 4 frontières identifiées que je voudrais partager avec vous. Avec cette certitude, c'est que ce qui marque notre génération et la vôtre en même temps, la révolution des années 2000, c'est certainement la conscience de la finitude. Moi, j'aime à dire aujourd'hui, quand j'interviens devant des gamins à la rentrée scolaire ou des apprentis, ou vous ici aujourd'hui, dire qu'on est en fait on a 2 humanités. Là, ça s'exprime avec maladresse, que je ne suis pas philosophe, hein. Mais il y a 2 humanités qui sont aujourd'hui, dont on est tous conscients qu'ils ont une grande fragilité. Cette première humanité, c'est la maison commune, notre écosystème. Les experts disent que ce n'est pas la planète qui est en jeu, hein, c'est notre capacité à y habiter. C'est ça le sujet. Donc, est-ce que la planète sera habitable? Est-ce que ce sera une maison pour l'homme demain? C'est ça la question qui est posée. Elle est posée de façon tragique. J'espère, et j'aimerais que Yves ou les autres vous relayiez l'information, on devra accueillir Jean Jouzel et Pierre Laroutouru qui ont un plan d'investissement de 1000 milliards pour l'Europe, pour engager la transition énergétique et tout. Jean Jouzel, dans la presse, dans Le Monde cet été chaud, disait que dans nos régions, enfin ici, imaginez de passer à 40 degrés, c'est ça? J'ai entendu? Même plus, hein, voilà, ça pourrait devenir une chose commune. Bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on va souhaiter à nos enfants, ce n'est pas ce qu'on va vous souhaiter. Les enjeux sont tellement importants sur le plan, pas la peine de le dire, vous connaissez tout ça par cœur, c'est évident, vous avez un niveau de culture et d'intelligence pour saisir parfaitement ce que ça veut dire. Mais en termes de migration, en termes de désordre, d'arbitrage sur l'eau, de souffrance, etc. Donc la première question, c'est la fragilité de notre maison commune comme restant habitable pour l'homme. Et la deuxième humanité qui est en danger, c'est et là c'est là que je serai le plus maladroit, c'est notre humanité dans ce qui nous distingue de l'animalité. Moi, une des choses, j'en profite pour passer un message qui me terrorise chez mes copains députés, un peu de tous horizons, qui défendent la cause animale, c'est qu'ils le font dans des conceptions philosophiques qui me terrifient. La deep écologie, tout ce qui va correspondre à une forme de panthéisme qui remet les éléments naturels en tant que tels en déliaison, en déconnexion avec la primauté de l'humain, me terrifie un petit peu. L'animal comme l'homme, ils disent qu'il faut prendre soin de l'animal comme l'homme. Je dis, mais dans ce cas, en réciprocité, c'est comme si vous banalisiez l'homme au statut de l'animal. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Mais il y a un autre sujet qui est inquiétant pour notre humanité. Donc ce trouble, moi j'ai un gamin qui était en lycée agricole, puis après il a repris des études, il est en train de faire un parcours de master d'agro, là, mais il était en lycée agricole, il a commencé par la base, puis il a grimpé les trucs. Bon. Et il me racontait que dans sa classe, il y avait, et c'est sûrement peut-être le cas pour vous, il y avait plein de véganes et plein de gens qui, autour d'être véganes, avaient un discours là-dessus. Et je les côtoie à l'Assemblée, parce que c'est des lobbies puissants, etc. Et je pense qu'il faut qu'on dialogue profondément sur cette question. Parce que ce rapport entre l'animal et l'homme est une question contemporaine qui semblait être réglée, qui ressurgit, en même temps que surgit la question de ce qui nous distingue de l'intelligence artificielle et du transhumanisme.
par les biotechnologies, par les technosciences. Les frontières de l'humain et de l'intelligence artificielle sont déroutantes aujourd'hui. Je crois que c'est en Arabie Saoudite, on a donné la citoyenneté à un robot, et certains rêvent d'une éternité, etc. Vous connaissez tout ça, et la littérature qui est autour, et les débats qu'il y a autour. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un délire, c'est aujourd'hui une zone limite où l'homme, dans son humanité, telle qu'elle est conçue par notre civilisation, est bouleversé. Par l'animal et par le robot, par l'intelligence artificielle, notre humanité est en cause. Elle l'est également dans la dégradation de notre identité. Je reviens à ce que dit Cynthia Fleury, nous sommes des irremplaçables. Notre qualité humaine en tant que chacun indispensable au devenir de la planète, notre caractère unique, j'ose à peine dire sacré, si je pouvais le dire dans le sens machin, est aujourd'hui menacé de multiples manières par la marche du monde. Et ce n'est pas que le grand capitalisme qui nous déshumanise, c'est aussi une société libérale au sens profond, dans le sens où l'accélération du temps, la banalisation de l'information peut provoquer une déshumanisation profonde de ce que nous sommes en vérité. Donc une maison commune menacée et notre humanité au sens de ce qui nous distingue de l'homme et de l'intelligence artificielle sont aujourd'hui fragilisées et notre dignité, non seulement sur le plan de « j'ai assez à manger », mais je suis reconnu. Je suis toujours bouleversé par cette phrase du film de Ken Loach qui, dans Moi Daniel Black, on dit Black, hein, c'est Blake, je ne sais jamais, toi, dès que c'est anglais, je suis perdu. Donc c'est Moi Daniel Blake, où à la fin du film, vous avez vu tout ce film, il faut le voir, c'est un film à voir. Avant les débats qui arrivent sur la question sociale, c'est important de voir ça. Daniel Blake, il dit, je ne suis pas, je suis un homme, pas un chien, un citoyen, rien de plus, rien de moins. J'ai repris récemment, c'est l'affirmation centrale que dans la pauvreté, il y a la négation des droits, de l'identité, de ce qu'on est, chacun comme irremplaçable. Donc j'ai dit, notre humanité, sous de multiples formes, de façon protéiforme, menacée, et notre maison commune menacée. C'est ça qui est. Alors, vous allez partir pour sauver à la fois la double humanité qui vous tient à cœur, parce que vous êtes des généreux, des intelligents, et vous êtes beaux en plus. C'est par surcroît, je vais vous indiquer 3-4 frontières que vous pouvez investir, comme vous êtes braves et courageux. J'aime l'idée d'une nourriture de toutes les qualités. Cette idée, elle prospère un petit peu. Télécarmonde l'a repris, d'autres la reprennent. J'essaie de le dire. La nourriture de qualité, c'est qualité organoleptique, c'est la qualité-prix. Enfin, voilà, on est sur un rapport comme ça. J'aime bien dire le concept de nourriture de toutes les qualités. Pour tous. Est-ce qu'on peut avoir une nourriture qui induise un marché, qui crée un marché agricole de production, ici, ailleurs, lui-même vertueux dans ses externalités économiques, sociales et environnementales? Est-ce que cette nourriture de toutes les qualités va procurer non seulement du plaisir, une occasion de lien et de relations sociales, mais également une relation à la nature, par l'histoire qu'elle raconte, et un capital santé dans notre capacité à vivre longtemps en bonne santé. Parce qu'on vit plus longtemps, mais j'ai lu, comme vous, dans le monde ou ailleurs, récemment, qu'on vit moins longtemps aux États-Unis et dans l'ensemble de l'Occident en bonne santé. Et qu'en grande partie, nos rythmes de vie, mais aussi les questions alimentaires, sont devenues des questions cruciales. Un seul chiffre sur ce sujet. J'avais invité Dominique Voynet comme rapporteuse d'un atelier de EGA et également Guillaume Garot, député et président du Conseil national de l'alimentation, qui serait un formidable invité pour vous. Il a travaillé sur la loi de gaspillage alimentaire. Dominique Voynet nous disait, vous savez c'est quoi le budget de la PAC pour la France? 9 milliards. C'était 9 milliards. Parce que, étonnamment, alors que toutes les puissances dans le monde réinvestissent les questions agricoles, la régulation des marchés agricoles, l'investissement dans la technologie agricole, l'Europe démissionnerait au nom d'autres priorités, migrants, défense, qui sont très importants. Donc, en renonçant à augmenter les budgets européens pour faire face aux défis de l'accueil des migrants et aux défis des nouvelles sécurités à apporter sur la planète, l'Europe démissionnerait, la transition énergétique démissionnerait de la question alimentaire, ce qui est totalement aberrant. Donc un des enjeux dans les 9 mois qui viennent, c'est que vous soyez tous des partisans d'une augmentation du budget européen pour qu'on conserve et qu'on améliore l'efficience du budget européen et qu'en même temps on fasse face aux autres défis qui sont collatéraux. Parce que démissionner de la question alimentaire
ici et dans notre aide au développement, c'est retarder et créer, amplifier les causes, tant sur le plan climatique que sur le plan des désordres économiques que nous sommes censés résoudre. Donc il faut un budget de la PAC important, il est de 9 milliards. Savez-vous de combien est la somme consacrée à la lutte contre l'obésité et le diabète de type 2, on dit de type 2, hein, il est de 27 milliards, 3 fois le budget. Le diabète de type 2, alors je ne suis pas du tout toubib ni rien, mais ça a un lien avec l'alimentation, je sais ça. Hein. Le diabète de type 2 et puis l'obésité, oui aussi. Bon, il n'y a pas que ça, il y a un peu de génétique, il y a un peu d'autres machins et tout. Mais allez, on va dire c'est au moins 3/4 alimentation. La réparation par nos budgets publics, sécu, équilibrés par le budget général et tout, de ce choses-là coûte 3 fois l'accompagnement européen de notre agriculture. Vous voyez un petit peu les marges de manœuvre d'une société, d'une puissance publique qui retrouverait les voies d'une prévention, d'un investissement durable dans d'autres systèmes, qui irait jusqu'à l'assiette, une assiette pour tous, pas seulement pour Bob Holland, mais pour nos amis d'ATD Quart Monde et pour les milieux populaires du Saint-Ouen, du Toulois et tout. C'est un autre monde. On peut dessiner, on en a la capacité. L'arbitrage budgétaire est une gestion du temps et de bon espace pour le faire, mais il n'y a pas de problème d'argent pour le faire, il y a une question de volonté politique et d'intelligence pour le faire. Voici un beau récit républicain et humaniste où la puissance publique a tout son rôle à jouer, vous l'avez compris, une nourriture de toutes les qualités. Deuxième champ, qui me paraît peut-être le plus prometteur, je n'oserais pas le dire en anglais, parce que c'est terrible, il faut mettre la langue, ça c'est... Chaque fois, je me ridiculise, mes collaborateurs disent « t'arrêtes ». Donc je veux dire, une seule santé, vous traduirez tous le concept qui est plutôt anglophone de One Health, bon je dis, mais tout petit. Alors, une seule santé, alors si j'étais jeune, alors, je veux dire, si j'avais votre âge, j'ai dit ça à André Rossineau, le jour qui est un petit peu plus vieux que moi, j'ai dit, si j'avais 20 ans, et André me dit, oh là, mais t'es le patron de la métropole, hein, vous savez pas encore. Et il a 79 ans. C'est vrai? Ça, je ne savais pas. Alors, je dis, André, je dis, si on avait 20 ans, et Mathieu Klein, il a un peu plus de 2 fois 20 ans, lui. Alors, si j'avais 20 ans, si je m'engageais en politique aujourd'hui, sur un territoire, j'aurais présidé une communauté, un village, une ville, la métropole, machin. C'est ça que je prendrais. Guillaume, toi qui as de l'ambition, je te le dis. J'ai vu un Faouin, là, tout à l'heure, il y a un gars de Fougue, là, voilà un grand, un fil conducteur, réunificateur, et qui remet une hiérarchie en même temps. Une seule santé. Ce concept est né plutôt dans les pratiques ou les sciences épidémiologiques. Hein, on a découvert que pour combattre une maladie animale ou un agresseur végétal, il fallait avoir une pensée globale. Et il est réutilisé aujourd'hui un peu dans la sphère du développement, il me paraît être une belle promesse. Une seule santé, ça veut dire, en faisant B.A.B.A., et là je ne vais pas vous insulter, mais c'est comme ça que je le ferai à DCM2, c'est qu'il n'y a pas de santé pour l'homme s'il n'y a pas de santé de l'animal. Il n'y a pas de santé de l'animal s'il n'y a pas de santé du végétal, et il est impossible sans santé du sol. Le sol, la terra incognita, le grand sujet. Moi j'ai redécouvert ça aujourd'hui en faisant le plan Ecophyto, en voyageant avec les collègues de l'INRA, en discutant avec des ingénieurs, vos écoles et tout ça. Le sol est la grande terre inconnue. Si vous voulez des frontières, il y en voilà une, redécouvrir la microbiologie du sol, la richesse, je ne sais plus combien de la part de la biodiversité terrestre et tout, c'est extraordinaire. Le sol est la grande aventure du XXIe siècle. Hein. Ça, donc, pensez que la santé du sol, non seulement dans sa capacité à la résilience climatique, mais dans sa capacité à assurer les boucles de fertilité, ce qu'est l'agroécologie, assurer la boucle de la fertilité, est la condition même de la santé de l'homme, et redire que si on demande une seule santé, ce n'est pas au nom de la terre-mère ou du dieu vache ou du seigneur de l'agneau, c'est parce que c'est l'homme qui est au centre. Et que pour la bonne santé de l'homme, dans sa pleine humanité, c'est-à-dire dans la souci de l'égalité, de la liberté et de la fraternité, il faut que la terre soit en bonne santé, y compris les sols et nos sols. Et on va lancer, Guillaume, on va t'y associer, on va voir Michel Fick aujourd'hui, ça va le voir plus tard, il y a une cartographie fine, je crois qu'on commence par le Saint-Ouen, pour qu'on voit la qualité des potentiels agronomiques et qualifier les sols, qu'avec le numérique, on puisse le dire et voir les différentes évolutions des scénarios de développement sur ces territoires. Voilà un beau challenge de coopération, parce que la cartographie nous remettait en perspective l'avenir de ces sols en fonction des modes d'usage qu'on en fait de la part du labour, la part des prairies, la part des forêts, etc. Et je crois que c'est une belle perspective. Donc, vous dire que, et ça on va essayer d'intégrer dans TIGA, qui est le grand programme de recherche-développement sur lequel vous allez être forcément associé, ainsi que l'INRA du Grand Est, c'est le rêve que porte la métropole de Nancy de faire autour de l'arbre
l'arbre culture, l'arbre nature, un sujet de recherche et de développement, de prospective industrielle, scientifique, artistique et humain, important entre Épinal, le bassin. On a ici, c'est un tiers de forêt, au-delà même de la forêt vosgienne, on a un tiers. Voilà, 1 hectare sur 3, c'est de la forêt. Il reste quelques hectares de prairies, il faut absolument les préserver. Et on est un des bassins de polyculture élevage où l'agroforesterie n'est pas un concept novateur, il est une réalité encore de notre maillage du territoire. Et nous devons absolument faire de ce territoire non pas un vestige, mais un laboratoire de la résilience agroécologique. Et pour ça, le concept de une seule santé est un concept extraordinaire. La santé des Nancéens, de la métropole de Nancy, des habitants de nos villages, notre santé mentale, notre santé physique dépend de notre rapport au sol et à la nature. Et ça me paraît être un beau combat politique qui peut nous réunifier au-delà des étiquettes, des histoires et des sensibilités. J'accélère. Le troisième, à ce sujet, je voulais développer une idée, mais peut-être dans les échanges, on pourra y revenir. Moi, je crois beaucoup en quoi une seule santé va être un sujet politique et de puissance publique, et pas seulement d'animation ou de concept. Je me bats actuellement, j'ai écrit une tribune là-dessus, qui était parue dans la France agricole et qu'on essaie de diffuser ailleurs, autour de la haute valeur environnementale. Il y a un vrai débat aujourd'hui dans notre pays, dans nos pays occidentaux, d'un glissement où les normes sont fabriquées par la puissance privée. C'est la publicité, c'est les normes et les labels sont fabriqués par la puissance privée. C'est, je ne le dis jamais en public, mais ici on est comme dans une sphère privée, c'est pas Lactalis, c'est pas Carrefour qui ont décidé ce qu'était le bio. Le bio, c'est un cahier des charges de 5 interdits qui a été topé à l'échelle publique, qui est mis en œuvre par des certificateurs et qui laisse une immense liberté, j'en suis, aux paysans, de faire comme ils veulent. Ils ont simplement 5 interdits. Et la puissance publique dit on vous contrôle et on certifie à vos partenaires que vous respectez ce contrat. L'AB s'est développé en puissance entrepreneuriale, en empowerment, les Canadiens disent un mot que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est l'empuissancement. C'est-à-dire la capacité des territoires, l'empuissancement c'est beau, hein, c'est pas l'empuissancement des territoires, des entreprises s'est mis en œuvre parce que la puissance publique avait fixé une norme qui assurait la loyauté des commerces et des pratiques, le contrat de loyauté fixé par la norme publique. Il me semble que l'agroécologie, telle que définie dans la loi de 2014, j'étais rapporteur sur la loi à l'époque, je me souviens, est bonne mais est floue. Et qu'il faut aujourd'hui redire ce qu'est la haute valeur environnementale. Puisque tout ne sera pas bio demain, moi j'espère à un tiers en 2030, c'est déjà un horizon très audacieux. Mais il faut un autre moteur qui dise qu'à côté du conventionnel et du bio, il y a la haute valeur environnementale. Ça pourrait être non pas 5 interdits, mais 5 indicateurs, bilan carbone, humus, social et tout, et que ces points-là deviennent en liberté des objectifs à atteindre pour en faire une marque territoriale de transformation des filières agroalimentaires avec un contrat identifiable par les distributeurs, les collectivités, et dont l'empuissancement territorial et entrepreneurial puisse se saisir pour le mettre en œuvre. Mais pour ça, il faut de la puissance publique. Tout mon propos est un plaidoyer pour le retour de la puissance publique dans les enjeux du monde qu'on a décrits. Enfin, et la question du foncier, que je vais un peu mépriser, mais qui est extrêmement importante. J'étais un de ceux qui était lanceur d'alerte sur ces sujets. Je vous le fais, alors là, vraiment, en accéléré, accrochez-vous. Hein, la Révolution française, c'est la liberté par la propriété. On devient c'est Gambetta qui va le pousser au bout. C'est le paysan propriétaire de sa parcelle ira la défendre dans les tranchées. Je ne savais pas qu'il y aurait des tranchées, Gambetta, mais il ira les défendre aux frontières. Hein. C'est parce qu'il a les limites de sa parcelle qu'il ira défendre les frontières du pays. Donc la propriété rend libre, la propriété rend patriote, inclut la paysannerie dans la République, ce n'était pas gagné au départ, et elle s'est affranchie du servage et de la mobilité assue par les anciennes seigneuries, etc. C'est deuxième mouvement, je fais très vite, hein, c'est l'après-guerre. Bertrand Hervieux le fait formidablement, c'est un invité extraordinaire pour l'histoire du rapport au foncier depuis la Révolution française. Après-guerre, Tanguy Prigan, traditions sociales chrétiennes, gaullistes, divers mêlés et communistes, vont créer les rapports de régulation du foncier qui durent jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt jusqu'à hier, parce que tout arrive. Et là, on choisit l'entrepreneur, on choisit de moderniser, privilège donné à l'entrepreneur, à celui qui crée de la valeur, par rapport au propriétaire qui est devenu parfois un rentier, qui a grossi, qui s'est embourgeoisé. Et on choisit l'entrepreneur moderne pour nourrir le monde après la guerre, par rapport au capital. Et c'est donc des lois qui privilégient le fermier, la régulation par la puissance publique, les SAFER, vous connaissez tout ça par cœur, où vous allez le découvrir. On a un modèle français, qui est un modèle de régulation du foncier, qui va accompagner la mutation de l'agriculture sur ce domaine capital. Parce que je le dis toujours,
On peut tout changer. Moi, j'ai vu dans ma courte vie des filières tomber et d'autres renaître. On disait que la bière, c'était fini, et puis il y a des brasseurs dans tous les villages maintenant. Hein. On disait qu'il n'y avait plus que 2 multinationales, et puis maintenant, on dit le commerce équitable. Moi, j'ai connu l'époque, ça fait déjà vieux quand on parle comme ça, j'ai connu, enfin, nous avons connu, certains d'entre nous, le moment où le commerce équitable, c'était des produits qu'à la fin des réunions, à minuit, on passait d'un coffre à l'autre, comme un produit de contrebande. C'était marginal. Aujourd'hui, vous allez dans le Aldi, à Langres, c'est pire que Nancy pour ceux qui viennent de Paris, hein, Langres. À Langres, dans le Aldi de Langres, il y aura un rayon où il y aura du café équitable. La société civile a gagné à imposer ça. Elle a gagné à réimposer des bières artisanales qui sont fabriquées, même à Tontonville, ancienne capitale, machin, etc. Bref, rien n'est jamais écrit, et le monde paysan, la société est capable de réinventer, d'être résiliente, Par contre, si vous touchez au fondamental qui est le foncier, pour en sortir, il faut une révolution, c'est violent et personne ne peut le souhaiter. Donc la question du foncier est une question capitale, c'est la question mère des politiques agricoles. Sa protection contre l'artificialisation, l'appauvrissement des sols et son accaparement, les 3 mots qui le disent. Regardez, lisez Benoît Grémont-Pré dans son colloque à Poitiers, une grande école de droit rural auquel on a assisté. Il a fait en 20 minutes un exposé lumineux. Ça, c'est les sources que vous pourrez rediffuser. Un exposé extraordinaire. Benoît Grémont-Pré dit c'est le même mot pour dire la planète, l'humus et la parcelle. La terre, ma terre, notre terre, et la terre en sens du complexe humique. Et c'est assez extraordinaire. Et il dit il y a 3 mots, l'artificialisation, l'appauvrissement des sols liés au changement climatique et l'accélérant, et puis bien sûr. Et nous avons à lutter contre ces 3 mots qui sont terriblement liés. Moi j'insiste beaucoup, et j'avais désespéré de convaincre Hulot qui était toujours sur l'artificialisation. La question de l'accaparement est tout aussi importante. Un appauvrissement d'usage ou une désintensification du potentiel agronomique d'un sol par un mésusage, par la simplification des cultures ou par une monoculture, a des conséquences en termes de perte de potentiel et d'effets climatiques bien plus désastreux que le 1% de... Mais ça, c'est des sujets en tout cas, je porte une mission là-dessus, et si ça vous intéresse, on pourra la partager, mais la mission rend sa copie pour la Toussaint. On a fait le tour de France, on a des demandes d'intervention partout, les JA sont là-dessus, les collectivités sont là-dessus, on doit avoir les maires d'Île-de-France, on doit avoir les JA de je ne sais plus où, enfin bref, on est très sollicité, c'est un sujet qui monte. Est-ce que la terre est un bien hors du commun? Je le pense profondément. Donc il doit être géré comme un commun, il doit être géré sur des modalités de financement, de régulation originales. Et je pense que la puissance publique jouant son rôle de régulation en empêchant les Chinois ou les Gaulois d'accaparer les terres ici, devrait également interdire qu'on le fasse à l'échelle du monde. Sachez qu'aujourd'hui, l'accaparement des terres, et c'est l'ONU qui le dit, ce n'est pas un groupe partisan, c'est l'ONU, est une source de misère et par là même de violence supérieure aux guerres aujourd'hui dans le monde. Donc cette question du foncier, par la qualité des sols, son partage, est une question majeure pour la génération qui vient. La terre, un bien hors du commun, j'ai dit une seule santé, une nourriture de toutes les qualités. Et puis je voudrais juste évoquer la question de l'entreprise, parce que vous allez être collaborateur d'entreprise, vous allez être peut-être créateur d'entreprise, paysanne, agroalimentaire, peu importe. Vous allez être de services ou de biens, vous allez être collaborateur, vous allez être tous, vous êtes amenés comme ingénieurs à être dans ce rapport à l'entreprise. Et cette entreprise, je pense profondément, c'est le travail qu'on a fait autour du devoir de vigilance pour les multinationales, mais qu'on a fait plus profondément pour les PME et les ETI, peut profondément être modelé. Face à la grande déformation qui a ramené depuis les années 90 une part des revenus essentiellement concentrés sur le capital plutôt que le travail, en établissant une suprématie actionnariale délirante par rapport au pouvoir des salariés. Cette entreprise s'est appauvrie et on pense que les définitions issues du 18e ou du 19e du Code Napoléon qui nous disent que c'est un groupe d'associés visant à partager des profits sont complètement dépassées. Nous avons déposé il y a 2 jours, mais avec également des gens de La République En Marche, du MoDem et sur un rayon très large, des réformes qui, avec des degrés d'intensité différents, bien entendu, on n'a pas les mêmes curseurs, mais disent tous dans la même direction, que l'entreprise doit poursuivre d'autres finalités et que doit en tout cas tenir compte des conséquences économiques, sociales et environnementales, que la RSE ne peut pas être uniquement du reporting privé, dans une bulle privée, que le reporting doit être une norme publique. Moi, je me bats, tout comme je me bats pour la HVE dans l'agroécologie, je me bats pour une norme qui dise qu'il y a une bonne et une mauvaise entreprise. Moi, je rêve d'un monde où on puisse dire que dans 3 géants de l'énergie, il y en a un qui est vert, l'autre qui est orange et l'autre qui est rouge. Parce que vous gagnerez à ce moment-là, et c'est très libéral finalement, votre capacité de citoyen à dire
Comme épargnant, je mets plutôt mon argent dans la verte que dans la rouge. Comme collaborateur, je choisis, pour donner du sens à ma vie, de travailler plutôt dans une entreprise classée verte par la norme publique et les certificateurs privés certifiés par la puissance publique qui l'auront établi dans une entreprise verte. Et comme consommateur, je vais plutôt utiliser l'énergie de cet géant ou de cette PME qui est classée verte. Si ce n'est pas une norme publique, c'est un mensonge et c'est de la propagande. L'éthique en matière d'entreprise ne doit pas être, chers amis, un étendard en haut du mât, un instrument de propagande, il doit être le gouvernail de l'entreprise et c'est le sens d'un certain nombre de réformes qui proposent la codétermination à l'allemande dans les entreprises françaises, la capacité donc des salariés à intervenir dans la codétermination de l'avenir de ces entreprises, qui proposent une loyauté fiscale. Le scandale des paradis fiscaux et de l'optimisation fiscale est insupportable au commun des mortels et c'est un scandale absolu vu les urgences de la planète. Et nous proposons que tous les débats sur l'intéressement, la participation et la capitalisation autour de la part des retraites qui est déjà privée soient totalement orientés vers la transition énergétique puisqu'il n'y a pas d'autre urgence pour assurer la garantie des retraites, c'est-à-dire d'avoir une planète en bonne santé, une économie en bonne santé pour assurer la sécurité de nos aînés. Voilà les propositions pour lesquelles je vais me battre dans les 2 jours qui viennent, autour de nouvelles entreprises qui non seulement réforment le code civil, assurent une nouvelle gouvernance, mais établissent sous différentes propositions, la dernière étant une des plus provocantes peut-être pour les métiers que vous allez faire, quoique, je ne sais pas si on est bien payé chez vous, mais on estime qu'une société, une entreprise, ça je vais me déposer une loi là-dessus, où les écarts de salaire seraient de 1 à 12, serait une société en meilleure santé et plus créative. Alors certains disent qu'il faut aller plus loin, mais vous savez d'où on vient, hein, on est dans un rapport de 1 à 200 entre les pourcents, je ne parle pas des extrêmes, hein, je parle des pourcents les plus élevés et les plus faibles. Donc passer de 1 à 12, c'est dire que personne ne peut gagner en un mois, même vous, plus que les paysans ou les manufacturiers des industries agroalimentaires pour qui vous allez travailler. Chacun ne peut gagner plus que 12 fois ce que l'autre aura fourni comme travail en un an. Je crois que retrouver de l'éthique, retrouver ces fondamentaux-là dans notre société est essentiel aujourd'hui et c'est le sens de ce que nous allons proposer. Et puis enfin, et pour terminer, puisque c'est fini, vous dire que pour ma part, j'ai glissé tout à l'heure, mais si vous avez un peu de temps à passer, consacrez-le dans les 9 mois qui viennent à aller faire un tour au Struthof. C'est à 1h30 d'ici. Hein, faites mémoire de la tragédie de l'Europe. Allez faire un tour à la maison Schumann à Sichazel. Faites-vous un petit pèlerinage sur les terres de Lorraine, dans ce qu'elles portent de passé, de tragédie et d'espérance, et faites des élections européennes à côté de la réussite de vos études, à côté de votre vie amoureuse propre, la 3e priorité des mois qui viennent. Merci.